Cette capsule va nous permettre de pratiquer des fonctions et des formules relativement complexes avec l'utilisation de la fonction recherche verticale et le si. Le si, on va l'utiliser avec un si imbriqué. Donc, on va imbriquer un si à l'intérieur d'un si. Évidemment, pour l'ensemble de nos formules, il va falloir établir les signes de $$ pour fixer correctement nos cellules à l'intérieur de nos formules. Comme j'ai dit, on va utiliser la recherche verticale. On va aussi utiliser la fonction somme et la fonction somme-si pour établir les statistiques à partir de données réelles, relativement volumineuses en gestion de l'approvisionnement. Pour ce faire, nous allons utiliser un fichier Excel contenant 5 feuilles. La première feuille, c'est la feuille de nos instructions, comme on voit habituellement. Ici, nos instructions comportent 79 activités que nous devons faire une après l'autre dans cet exercice. La deuxième feuille s'appelle Achats internationaux début. C'est une feuille où on doit faire des calculs. Ça se trouve à être la feuille des achats que nos acheteurs ont fait à l'international. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons les données et dans les colonnes en bleu, nous voyons les calculs que nous avons à faire. Ensuite, nous avons la feuille qui s'appelle Item début. C'est la liste de nos items avec son coût moyen et avec des statistiques que nous voulons établir ici dans les colonnes F et G. Ensuite, nous avons Achats internationaux fin, qui est la réponse à l'exercice dans la feuille Achats internationaux début. Et nous avons aussi Item fin, qui est dans le fond la réponse aussi. Alors, on peut commencer avec Achats internationaux début. Avant de commencer, commençons par regarder les données, juste pour voir ce que nous avons et pour savoir ce qu'on demande exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les achats internationaux. Donc, le numéro de commande, la date de la commande, l'heure de la commande, l'acheteur et le pays où on l'a acheté, le délai de livraison, le nombre de lignes dans la commande. Alors ici, c'est un petit peu particulier parce que pour chacune des commandes, évidemment, nous avons acheté plusieurs produits dans cette commande. On peut acheter dans une commande jusqu'à 4 lignes. La ligne 1, 2, 3, 4. Comme par exemple, sur la première commande qu'on a ici, on a acheté seulement le produit PQR 3669, donc seulement la ligne 1 était utilisée. Et on voit ici la quantité pour la ligne 1 à 1830. Évidemment, si on n'achète pas de produits sur les lignes 1, 2 et 3 de la commande, bien, il n'y a pas de quantité sur ces lignes. Alors, si on prend une commande comme celle-ci, où les 4 lignes de commande sont utilisées, donc on voit ici qu'on a acheté le produit AJK 6569 pour une quantité de 11 100. Sur la même commande, sur la ligne 2, on a acheté le produit PQR 4508 pour une quantité de 12 429. Toujours sur la même commande pour la ligne 3, on a acheté le produit KLM 2231 pour une quantité de 14 918. Et sur la ligne 4, on a acheté le produit AJK 1650 pour une quantité de 18 633. Donc, on voit que c'est les statistiques que nous avons sur chacune de nos commandes. Donc là, c'est vraiment assez complet parce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on a commandé pour chacune des commandes de l'année 2021 à l'international. Ensuite, on aimerait bien avoir, c'est ce qu'on veut calculer à la colonne P, le coût de cette commande-là. Ça, c'est la plus grosse formule là, que nous avons à faire dans cette capsule. Et ensuite, nous avons à calculer des statistiques sur les retards. Donc, le retard en jour, en fait, s'il y a retard, le retard en jour et le pourcentage de retard. Alors, c'est ce que nous avons à faire dans cette feuille de calcul. Et on ne va pas commencer par la colonne P parce que c'est un peu compliqué. On va commencer par se réchauffer par les colonnes R, ST, faire les calculs reliés au retard, notamment la cellule R5. Donc, allons dans nos instructions pour aller voir qu'est-ce qu'on veut faire avec la cellule R5. Donc, on dit ici, la formule contenue dans cette cellule a pour objectif de savoir si la commande était en avance, en retard ou si elle a respecté le délai promis. On a donc 3 statuts possibles. On est soit en avance, soit en retard, ou soit qu'on est pile à l'heure. Alors, on va utiliser un si pour pouvoir faire ce calcul. Et on voit qu'on a un premier si qui est là et un deuxième si. On a donc un si qui est imbriqué à l'intérieur d'un si. Le premier si va aller faire la vérification suivante, c'est-à-dire si la date de réception moins la date de la commande, donc la date où on l'a reçu moins la date où on l'a commandé, est égale au délai de livraison.
Alors, si la date de réception moins la date de la commande est égale au délai de livraison, bien, à ce moment-là, on a parfaitement respecté le délai promis. On ne va rien inscrire. Sinon, sinon, ça veut dire que le délai promis n'a pas été respecté. On fait une deuxième vérification. Donc, on dit, si la date de la réception moins la date de la commande est plus grande que le délai, on est donc en retard. Sinon, on sait déjà, parce qu'on l'a vérifié, qu'on n'a pas respecté le délai promis. On sait déjà, parce qu'on l'a vérifié, qu'on n'est pas en retard. On est donc en avance. OK? Alors, si on n'est pas pile sur le délai de livraison, et si on n'est pas en retard, on est donc en avance, c'est sûr. OK? Alors, allons programmer ça dans la feuille achats internationaux début dans R5. Alors, ce qu'il faut faire, il faut appeler la fonction si dans toutes nos fonctions. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche, est-ce que la date de la réception moins la date de la commande, est-ce que c'est égal au délai de livraison promis? On voit ici que c'est vrai. C'est vrai parce que la date de la réception, c'est le 5 janvier. La date de la commande, c'est le 1. Donc 5 moins 1, ça fait 4. Et délai de livraison est à 4. Donc ici, on est pile dessus. C'est-à-dire qu'on l'a commandé le 1, il y avait 4 jours de délai, on l'a reçu le 5, on l'a donc reçu exactement selon le délai. Donc on va marquer rien. Alors, dans notre colonne, lorsqu'il n'y a rien d'écrit, ça veut dire que je suis pile sur le délai de livraison. Si c'est faux, ça veut dire que le délai de livraison n'a pas été respecté. Soit que je suis en retard ou soit que je suis en avance. Je vais commencer par vérifier si je suis en retard. Je devrais donc faire appel à un deuxième si à l'intérieur de ce premier si. Alors, je m'en viens ici. Et je vais aller cliquer sur Autre fonction et je vais appeler un deuxième si. Vous voyez que quand j'ouvre le deuxième si, il s'est rajouté dans ma barre de formule ici. J'ai un premier si qui est là au début, j'ai un deuxième si qui est ici. Le deuxième si, je fais la même vérification dans le fond. Je vais aller vérifier si ma date de réception moins ma date de la commande, si c'est plus grand que mon délai de livraison. Par exemple, ici, c'est, mettons qu'on l'aurait reçu le 6. Alors, 6 moins 1, ça fait 5. Est-ce que le 5, c'est plus grand que le délai de livraison de 4? Oui. Alors, je suis en retard. Non. C'est faux. Mais si c'est faux, ça veut dire que je ne suis pas pile sur le délai de livraison, je l'ai déjà vérifié. Je ne suis pas en retard, je viens de le vérifier. Je suis donc en avance. J'ai 3 statuts possibles. Je suis pile dessus, je ne mets rien. Je suis en retard, j'écris retard. Je suis en avance, j'écris avance. Et voilà, je viens de compléter ma formule. Ici, je n'ai pas de signe de dollar à faire. Pourquoi? Parce que quand je vais copier vers le bas, tout doit se déplacer vers le bas. La date de la commande, de délai de livraison et la date de réception doivent se déplacer de 1 vers le bas lorsque je copie 1 vers le bas. Donc, je fais OK. Et là, on va voir que ça écrit rien. Ça écrit rien. Pourquoi? Parce que je suis pile dessus. Si je double-clique, clic, ça fait le calcul automatiquement jusqu'en bas. En bas, c'est quoi? En bas, ça se trouve être la ligne ici, 916. Donc, ça s'est copié jusqu'à 916, mais à 916, je ne veux pas de formule. Et on voit que ça a brisé un petit peu le format là, de ma dernière cellule. Alors, je vais juste l'effacer et je vais remettre le format ici correctement en mettant une ligne large en bas de ma cellule. Parfait. Alors, je peux faire une vérification, parce qu'évidemment, il faut toujours vérifier pour voir si mon calcul est bon. Je ne vais pas vérifier, évidemment, toutes les lignes. Je vais en vérifier quelques-unes. Si j'en vérifie 2 ou 3 et que c'est bon partout, parce que c'est la même formule partout. Allons vérifier celui-là, par exemple. Peut-être pas. Allons vérifier... on va vérifier un qui est facile à calculer. Là. On ne va pas trop se casser la tête pour en calculer un difficile à calculer. Alors, vérifier lui ici. OK? Alors, lui ici, je l'ai reçu le 29.
OK? Et il y avait 9 jours de délai de livraison, on le voit ici. Et il était dû pour le 17. OK? Alors, je l'ai reçu, en fait, je l'ai commandé le 17 plus 9. OK? J'étais censé recevoir le 26. Je l'ai reçu quand? Je l'ai reçu le 29. Je suis donc en retard. C'est bon. OK? Lui ici, lui ici, lui ici. Je l'ai reçu le 27. Je l'ai commandé le 15 et j'avais 13 jours. Alors, je l'ai commandé le 15 plus 13. J'étais supposé le recevoir le 28. J'étais supposé recevoir le 28 et je l'ai reçu le 27. Je suis donc en avance. C'est parfait. Choisissons un autre au hasard. Celui-là ici. Celui-là ici. Je l'ai reçu le 22. OK. Je l'ai reçu le 22. Et je l'ai commandé le 8 et il y avait 15 jours de délai. Alors, je l'ai commandé le 8 plus 15. J'étais supposé le recevoir le 23 et je l'ai reçu le 22. Alors, effectivement, je suis en avance. Alors, ça a l'air de bien marcher. Alors, ici, notre formule avec le si intégré a l'air de bien fonctionner. Parfait. Cellule S5. Cellule S5, qu'est-ce que je veux? Je veux le nombre de jours de retard. Donc, dans la cellule S5, on voit ça ici. Dans mon explication, la formule contenue dans cette cellule aura pour objectif de calculer le retard en jours lorsque la commande est en retard. Donc, je vais calculer le retard seulement si je suis en retard. Alors, je vais aller vérifier avec un si je suis en retard. Si je suis en retard, je calcule le retard. Le retard, c'est quoi? C'est la date de livraison, je le vois ici, date de livraison, moins la date de la commande plus le délai de livraison. OK? Sinon, ça veut dire que je ne suis pas en retard, je ne vais rien inscrire. Parfait. Alors, je vais faire ça ici. Alors, j'appelle mon si dans la cellule S5. J'appelle le si, comme c'est ici. Alors, je vais vérifier si dans R5, je suis en retard. Il ne faut pas oublier de mettre le mot retard entre guillemets, parce que c'est un mot, le mot va dire en guillemets. Alors, si je suis en retard, alors je vais calculer le retard. Le retard, c'est quoi? Le retard, c'est la date de réception moins parenthèse, la date de la commande plus le délai. Et ici, je vois que ça donne une réponse de 0. Une réponse de 0, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, sur la commande 6209, je suis pile exactement à la bonne date. Alors, si je ne suis pas en retard, la valeur sera faux, alors je vais mettre rien. Tout simplement. Je fais OK. Et évidemment, ici, ça m'écrit rien. Ça m'écrit rien, pourquoi? Parce que je suis pile dessus. Je double-clique. Clic, et ça fait mon calcul. Et là, je vois que là où j'ai des retards, il met le nombre de jours de retard. OK. Allons vérifier ça pour voir. Allons vérifier le premier qui est ici. Alors, je l'ai reçu le 4. Le délai était de 27 jours. Ça, c'est un peu plus compliqué à calculer à la main. On va en prendre un. Tant qu'on en prend un, on va en prendre un qui est facile à calculer. Celui-là ici, il a l'air facile à calculer, celui-là. OK? Donc, je l'ai reçu le 18. Il y avait 6 jours de délai. Et je l'ai commandé le 11. Parfait. Alors, je l'ai commandé le 11 plus 6. J'étais supposé le recevoir le 17. Je l'ai reçu quand? Je l'ai reçu le 18. Donc, effectivement, je suis à un jour de retard. Parfait. Donc, le calcul fonctionne bien ici. Allons calculer peut-être celui-là ici. OK? Donc, je l'ai reçu le 10. Parfait. Le délai était à 4 jours. Et je l'ai commandé quand? Je l'ai commandé le 3. Donc, je l'ai commandé le 3. Le délai était à 4 jours. J'étais supposé recevoir le 7. Je l'ai reçu quand? Je l'ai reçu le 10. Donc, effectivement, j'ai 3 jours de retard. Parfait. Donc, le calcul a l'air de bien marcher. Allons calculer un autre, juste pour la chance. Celui-là ici. OK. Donc, je l'ai reçu le 25 mars. Le délai était à 5 jours et je l'ai commandé le 18.
Donc, je l'ai commandé le 18, plus 5, j'étais supposé recevoir le 23. J'étais supposé recevoir le 23. Je l'ai reçu quand? Je l'ai reçu le 25. Donc, effectivement, ça fait 2 jours de retard. Excellent. Donc, la deuxième colonne a l'air de bien se calculer aussi. Troisième colonne, la cellule T5. La cellule T5, c'est la plus simple ici. La cellule T5, ça dit, la formule contenue dans cette cellule a pour objectif de calculer le retard en pourcentage lorsque la commande est en retard. Donc, lorsque la commande est en retard, je vais calculer le pourcentage de retard. Alors, c'est un si. Si la colonne R indique un retard, alors on calcule le pourcentage de retard. Le pourcentage de retard, ça sera le retard qu'on vient de calculer divisé par le délai promis. Sinon, je ne suis pas en retard, je ne vais rien inscrire. Donc, ça, c'est une fonction super simple. Alors, je vais aller chercher mon si. J'appelle la fonction si. Alors, si R5 est égal à retard, toujours retard entre guillemets parce que c'est un mot. Alors, si c'est un retard, je calcule le retard. Le retard, c'est quoi? C'est le retard en jours divisé par le délai promis, toujours en jours. Donc, ça fait S5 divisé par F5. Si c'est faux, je ne mets rien parce que je ne suis pas en retard. Encore une fois, ici, je vais copier vers le bas. Je n'ai pas à fixer les signes de dollar parce que tout va bouger. À chaque fois que je vais me déplacer d'une ligne vers le bas, le retard en jour va se déplacer aussi d'une ligne vers le bas et le délai de livraison va aussi se déplacer d'une ligne vers le bas. Donc, je n'ai pas besoin de rien fixer. Et voilà, et calcule mon retard. J'en prends un au hasard. Mettons, je prends lui ici à 20%. Il est ici. Je prends lui ici à 20%. Donc, j'ai une journée de retard sur un délai de 5 jours. Ça fait effectivement 20%. Je descends un peu plus bas. Tiens, je prends lui qui est à 57%. 25 jours de retard par 44 jours de délai. Donc, 25 jours de retard divisé par 44 fois 100, ce qui fait effectivement 57. 56,8 arrondi à l'unité, ça fait 57%. Excellent. Vérifions un troisième. Tiens, je vais vérifier ici le 47. 22 jours de retard sur un délai de 47. Alors, 22 jours de retard sur un délai de 47 fois 100, ça fait encore une fois 47%. Génial. Alors, la troisième colonne a l'air d'être bien calculée aussi. Je m'en vais en bas parce que quand j'ai double-cliqué, qu'est-ce que ça a fait? Ça a brisé mes cellules ici. J'ai plus la ligne large et j'ai aussi ici en S916 une formule que je vais effacer et aussi en T916 une formule que je vais effacer. Je vais remettre ici ma ligne large pour avoir le même format qu'initialement. Génial. Alors, on vient de faire l'ensemble. On a fait des calculs. On a fait de la ligne 5 à la ligne 915 sur 3 colonnes. Donc, tout ça en quelques minutes. On va maintenant s'attaquer à la fameuse formule P5. Cette formule, c'est la formule la plus compliquée là, de cet exercice. Alors, allons voir ce qui se passe en P5. Ce qui se passe en P5, on l'a déjà expliqué. Tout ce que vous avez ici dans l'explication, on l'a déjà dit. Alors, allons vérifier pour voir si on comprend bien. Nous avons ici les produits qui ont été commandés. Nous avons ici la quantité des produits qui ont été commandés. Alors, on voit que j'ai commandé 1830 du produit PQR 3609. Et comme je n'ai pas rien dans les lignes 2, 3 et 4 de commande, j'ai évidemment commandé 0. Tandis qu'ici, on voit que j'ai commandé 4 produits que j'ai commandé en quantité de 11 100, 12 429, 14 918, 18 633. Parfait. Donc ça, on a bien compris, je vous l'avais expliqué tantôt. Le coût de la commande, c'est quoi? C'est la quantité que j'ai commandée fois le prix, fois le coût d'achat. Le coût d'achat, il est où? Il est dans item début. Il est dans la colonne ici, coût moyen. Donc, je devrais faire une recherche verticale sur le produit qui est ici pour aller chercher son coût qui est dans la colonne C pour multiplier ce coût par la quantité que j'ai ici. J'ai donc 4 recherches verticales à faire. 1, 2, 3, 4 sur chacun des produits, multiplié par, donc le résultat de la recherche verticale sera le coût, multiplié par les quantités que j'ai ici. Parfait. Alors, ici, j'ai un petit problème, c'est que quand je vais faire la recherche verticale sur PQR 3609, je vais la trouver. Okay, si je m'en viens ici et que je fais CTRL F et que je cherche PQR 3609,
3609, ben je le trouve. Je suis à 3,31 ici, dans la colonne ici. Je vois que c'est pas tout à fait 3,31, c'est 3,307, ça sera à vérifier correctement le temps. Donc, je le trouve. Mais quand je vais faire une recherche verticale ici, sur rien, ben là, il risque de me donner une erreur, parce que si je recherche rien, et que je fais la recherche verticale, ben là, tu recherches rien, tu veux quoi exactement? Alors, il va retourner une erreur. Évidemment, on ne veut pas qu'il retourne une erreur, on veut qu'il fasse notre calcul. Et c'est pour ça que dans le tableau des coûts, on a ici une première ligne où il n'y a rien. Le numéro d'item, il est vide. Et quand il va rechercher ici le numéro d'item vide, on voit là, il y en a plein là, de lignes où il n'y a pas de numéro d'item, mais il va dire que sur le numéro d'item vide, son coût est à 0. Ce qui est logique. Il va faire 0 de coût fois 0 de quantité, ce qui va donner 0. Okay? Il va donc faire le calcul correctement. Il faut donc ici aller faire 4 recherches verticales. Pour la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, qu'on va multiplier avec les quantités de la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4. C'est ça qui est un peu compliqué ici. C'est pas compliqué à comprendre, mais c'est un peu long à faire parce que 4 calculs identiques à l'intérieur de la même formule. Alors commençons par la première recherche verticale. Alors, je vais aller chercher ma fonction recherche verticale. Je recherche quoi? Alors, je recherche le produit de la ligne 1. Je recherche ce produit-là où? Dans ma table matrice de item début pour l'ensemble de mes items. Donc, de C4 jusqu'à C978. Je recherche quelle colonne? Bon, on voit ici que c'est la troisième colonne. 1, c'est le numéro d'item. 2, c'est le type. 3, c'est le coût. Donc, je recherche donc la troisième colonne. La valeur proche, c'est faux. Encore une fois, je ne recherche pas une valeur proche, je recherche la valeur PQR-3609. Il faut absolument que ce soit cette valeur pour avoir exactement le bon prix. Et je vois que son prix, c'est effectivement 3,307. Génial. Si je fais OK, ça va me donner 3,31 parce que ça arrondit au sous près. Et je peux faire fois 18,31. J'ai ma première partie de la formule, ça donne 6051, mais là, je n'ai pas mis les trois autres et j'ai surtout pas mis dans ma recherche verticale les signes de dollars. Alors, cette formule-là, est-ce qu'elle sera copiée vers la droite? Non, elle va être seulement copiée vers le bas. Parfait. Alors, H5, qui est ici le PQR, est-ce que je veux qu'il devienne H6, H7, H8? Oui. Donc, je ne vais pas fixer le 5 sur ma ligne de H5. Le H, je n'ai pas besoin de le fixer parce que je ne vais pas copier vers la droite. Ma table matrice. Ma table matrice va toujours être entre C4 et C1978. La table matrice, elle ne bougera pas de là. Ça va toujours être exactement à la même place. Donc, la seule chose que je fixe dans ma recherche verticale ici, c'est ma table matrice. Le reste, je ne le fixe pas. Je fais OK. Donc là, j'ai la première partie de ma formule. La deuxième partie, c'est la même chose. Mais je vais faire la recherche verticale sur la ligne 2. Alors, j'appelle la fonction recherche verticale. Et là, je vais chercher la ligne 2. Je la cherche où? Je la cherche dans ma table item début. Et je vais chercher toute la table de A4 à C1978. Je recherche ça où? Dans la troisième colonne, j'ai le coût. Dans la proche, fou. Le I5 ne sera pas fixé parce que je copie seulement vers le bas, mais la table au complet, le A et le 4 de A4 et le C et le 1978 de C1978 doivent être fixés avec les signes de dollars. Et je fais OK. Et ce deuxième élément va être multiplié par la quantité qui est, dans ce cas-là, à 0. Alors, je vois que c'est exactement toujours la même formule. Je vois que ici, c'est H5, et là, ici, c'est I5. Ici, c'est L5, puis ici, c'est M5. À part ces éléments-là, c'est identique. Je peux donc prendre la formule que j'ai ici, avec le plus, le copier, et venir le coller juste à côté. Et au lieu ici de dire I5 pour ma ligne 2, bien, je vais dire J5 pour ma ligne 3. Et au lieu de dire M5 pour ma ligne 2, je vais dire N5 pour ma ligne 3.
Et là, je vois que j'ai rajouté un élément, donc la ligne 3 dans ma formule. Et je peux recopier une troisième fois. Puis là, oups, comme j'avais perdu la formule, elle est tellement longue que je vais la mettre sur plusieurs lignes ici. Donc, je vois ici qu'au lieu d'avoir I5 pour ma ligne 3, bien, ça doit être K5 pour ma ligne 4. Au lieu d'avoir M5 pour ma ligne 3, ça va être O5 pour ma ligne 4. Et voilà, je fais OK. Bon, dans ce cas-là, ça donne 6051,81. Je vais en mettre 1, 2, 3 ou 4 dans ma formule, ça va donner la même chose parce qu'il n'y a seulement qu'une ligne ici. Je peux double-cliquer sur le bouton pour aller jusqu'en bas, puis là, ça me donne l'ensemble de mes coûts pour la commande. Évidemment, la dernière ligne, c'est pas bon parce qu'il l'a copié jusqu'en bas. Et il a aussi modifié le format de la ligne ici. Je vais aller remettre ma ligne large ici. Là, vous vous dites peut-être, mais là, qu'est-ce qu'il me dit qui fait tous les bons calculs partout? Il y a un gros paquet de chiffres, il n'y a rien qui me dit qu'il fait le bon calcul. Alors, je vais prendre au hasard cette ligne-là ici. Cette ligne-là, ça me dit que j'ai commandé 4 items avec les quantités suivantes pour un coût total de 114 826,41 avec la grosse formule que j'ai ici. Est-ce que c'est bon? Ben, la seule façon de savoir si c'est bon, c'est d'aller faire la vérification. Faisons la vérification. On va faire la vérification de celle-là qu'on a pris au hasard sur la ligne 874 et si la réponse est bonne pour celle-là, ben, elle va être bonne pour tout le monde. Là. Elle va être bonne pour toutes les autres. OK? Alors, cherchons KLM 4848. On s'en va ici dans Item début. On fait CTRL F et on cherche KLM-4848. On est ici. On est à 1,82. Mais là, il faut faire attention. C'est pas 1,82 précis, c'est 1,822. Parfait. Je prends ma calculatrice. 1,822. Ça, c'est mon coût unitaire pour le KLM 4848 fois quoi? Fois la quantité. Quelle quantité que je commande? Je commande 2507 ici de KLM 4848. Parfait. Donc, fois 2507. Ça me donne 4567 $ que je vais rajouter à ma mémoire. Le premier est fait. Le deuxième, je commande ici le MNO 5833. Parfait. Je m'en vais dans Item début et je vais rechercher le MNO 5833. Il est ici. Et je le paye 2,994. Parfait. Alors, 2,994 fois la quantité de ce produit-là. J'en commande combien de ce produit-là? MNO 5833, je vois que j'en commande 15 050. Parfait. Fois 15 050. Alors, MNO 5833 me coûte 45 000 que je rajoute à ma mémoire. Excellent. Ensuite, je commande le PQR 7262. Je m'en viens ici. CTRL F. PQR 7262. Il me coûte combien, lui, le PQR? Il me coûte 2,97, 2,968. Alors, 2,968 fois. Je le commande en quelle quantité? Ben, je le commande en une quantité de 10 839. C'est la ligne numéro 3. Donc, fois 10 839. Ça me donne un coût total de 32 170 pour ce fameux produit PQR 7262 que je rajoute à ma mémoire. Excellent. Il m'en reste juste un, le MNO 3756. Je m'en viens ici et je recherche par CTRL F MNO-3756. Il est là. Je le paye combien? Je le paye 2,949. 2,949 fois la quantité. Alors, j'en achète combien? Alors, ça, c'est du MNO 3756. J'en achète combien? MNO 3756, j'en achète 11 200. Donc, fois 11 200, ce qui me fait 33 000 que je rajoute à ma mémoire.
Génial. Alors, l'addition de ces 4 coups me donne quoi? Me donne 114 826 et 406, donc et 41. Roulement de tambour, est-ce que c'est la bonne réponse? Eh bien oui. 114 826 et 41. On vient donc de démontrer que le calcul est bien fait pour cette ligne-là ici, que j'ai pris au hasard. Si le calcul est bien fait pour cette ligne-là, on peut supposer qu'il est bien fait pour toutes les autres lignes. Ça serait assez logique de penser ça. Alors, j'ai presque complété mon premier tableau ici. J'ai fait la formule la plus compliquée qui était en P5. On voit que c'est tellement long qu'il faut la faire apparaître ici sur plusieurs lignes. Okay. Génial. Allons voir nos autres instructions. Donc là, on vient de faire le P5, on a tout copié. Puis là, on doit aller faire les formules en bas ici. C'est des formules qui sont assez simples. La formule de L916, où on fait la somme ici. Donc, L916, c'est ici. On fait la somme de toutes les colonnes, ici en termes de quantité, juste pour savoir la quantité totale que nous avons commandée. Puis on fait ici aussi la somme de P916 ici. P916, on fait des sommes, puis on peut les faire aussi pour les autres colonnes, tant qu'à y être. Okay? Donc, allons faire nos sommes, nos totales, nos totaux, dans le fond, qui sont en bas ici. Donc, allons faire le total qui est ici. Alors, ça va être le total de toutes les quantités. Donc, je vais aller faire ici la somme. La somme de quoi? Je vais effacer ici la suggestion. La somme de tout mon tableau de quantité ici. Alors, je vais faire la somme de tout mon tableau de quantité, voilà. Ici, je vais aller faire la somme de tout mon tableau de coûts. Ici, j'ai juste à cliquer sur la formule qui est ici, ça va faire la somme automatiquement. Je peux faire, c'est le cœur m'en dit. Ici, je ne peux pas faire la somme, c'est pas logique. Mais je pourrais faire la somme ici, la somme des délais. C'est pas logique non plus, mais je pourrais le faire. La somme des délais de livraison pour voir ce que ça donne. Non, ici, ça ne marche pas parce que il faut que je le fasse à la main. Parce qu'on voit que je n'ai pas de valeur ailleurs, donc je ne le ferai pas. Je vais laisser comme ça, c'est pas demandé dans les instructions. Dans les instructions, on demande juste faire la somme du L916 et du P916. Puis on voit ici, c'est la réponse. 21 44 101. 21 44 101. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est la somme ici. La somme des dollars. Alors, c'est la formule. Ici, on n'a pas de mérite à avoir la bonne réponse. Ce n'est pas nous qui avons rentré les données. Tandis qu'ici, toute la colonne P, c'est nous qui l'avons calculé. On l'a calculé que pour un élément, ça marchait. Mais au total, ça donne 129 918 605,73 d'achats en 2021 à l'international. Et la réponse me donne 129 918 605,73. Exactement la même chose que ça me donne ici. Donc, on a appliqué toute la bonne formule, tout est parfait sur la colonne P parce que le total donne exactement ce que nous attendions. Parfait. On a donc terminé tous les calculs qui étaient attendus dans, ici, la feuille achats internationaux début. On pourrait comparer. Ici, on pourrait se mettre ici et comparer avec, mettons que je mets ça comme ça, comparer avec achats internationaux fin. Juste pour voir ce que ça donne. Alors ici, on est à 110%. Je vais me mettre ici aussi à 110%. Je vais aller complètement en bas. On est comme ça. Et on voit que ça donne exactement la même chose. Le début des calculs qu'on a fait, la fin qui est la réponse. Des calculs qu'on a fait, la réponse. Des calculs qu'on a fait, la réponse. Donc, dans Achats internationaux de début, on a atteint notre résultat à la perfection. Allons dans Item début, où on a deux formules à venir établir ici à partir de F5. Alors, qu'est-ce qu'on veut en F5? En F5, on dit la formule contenue dans cette cellule a pour objectif de faire la somme des quantités qui ont été commandées pour un item. OK? On dit ici, la problématique avec un item peut être commandé plusieurs fois dans des commandes différentes en 2021. OK? On va donc utiliser la fonction somme-ci. La fonction somme-ci sera utilisée car elle peut faire une somme conditionnelle à un critère de décision.
La feuille achats internationaux début contient 4 colonnes de quantité commandée. Il faut donc utiliser la fonction somme-ci pour chacune des colonnes. Ah, celle-là aussi, c'est une formule compliquée. On doit faire 4 sommes-ci. Une somme-ci pour la ligne 1 avec la quantité 1. Ensuite, une deuxième somme-ci pour la ligne 2 avec la quantité 2. Une troisième somme-ci pour la ligne 3 avec la quantité 3. Et une quatrième somme-ci pour la ligne 4 avec la quantité 4. Donc, 4 sommes-ci à faire dans la cellule F5. Et heureusement, il n'y a que des sommes-ci. Il n'y a pas d'autre chose. C'est juste l'addition d'une série de sommes-ci. Parfait. Donc, allons faire ça. On voit ici là, une réponse que ça nous donne. On s'en va dans les thèmes début, on s'en vient ici, on va faire notre première somme-ci. J'appelle la fonction somme-ci. La fonction somme-ci, ça me dit, OK, tu veux faire la somme de quoi, puis qu'est-ce que tu cherches exactement? Alors, ce que je cherche, ça va être le numéro de produit de la ligne 1. Donc, je m'en viens ici. La ligne 1 est ici, donc la colonne H, donc de H5 jusqu'à la fin, qui se trouve à être à H915. Parfait. Mon critère, c'est quoi? Mon critère, c'est ce que je cherche. Je cherche KLM 3373. Et je vais faire la somme de quoi? Je vais faire la somme des quantités dans ma ligne 1. La somme des quantités dans ma ligne 1, c'est ici. Donc là, j'ai recherché le produit KLM 3373 dans la ligne de commande H ici, et je vais trouver la bonne quantité dans la colonne L. Il faut que je fasse attention là, seulement que ici, je me suis trompé, j'ai mal sélectionné ici. Mais ici, la sélection, je vais le faire avec la souris, ça va être plus simple. C'est un peu plus long, mais c'est pas si pire à faire. Parfait. Voilà. Alors, j'ai ma somme-ci. Là, il faut se poser la question, OK, ça, je vais le copier vers le bas. Quand je vais copier vers le bas, qu'est-ce qui va se passer? OK? Est-ce que la colonne ici, H, va toujours être à la même place? Ben oui. H5 et H915 va toujours être exactement la même colonne, la colonne de données. Donc, je vais fixer les signes de dollars sur le H et sur le 5 de H5, et sur le H et sur le 915 de H915. OK? Mon critère A5. Mais quand je vais copier vers le bas, je veux qu'il devienne A6, A7, A8, parfait. Je ne vais pas rien fixer. Ma deuxième colonne, qui est ma somme, qui sont mes quantités que je vais additionner, mais elle aussi, je dois aller fixer le L et le 5 de L5 et le fixer le L et 915 de L915. Parce que la colonne ne va pas bouger quand je vais copier vers le bas. Elle va toujours être exactement à la même place. C'est sûr. Alors, je vois que ici, pour le produit KLM, dans ma première colonne, ou ma première ligne de commande, j'en ai commandé combien? J'en ai commandé 0. OK. Et je dois le faire pour la deuxième ligne de commande. Alors, ça va être la même affaire. La deuxième ligne de commande, je vais faire appel à un deuxième somme-ci. OK. Je recherche ça où? Je recherche ça dans ma ligne de commande numéro 2, là où j'ai mes numéros de produits, que je vais fixer, parce que je sais que la colonne ici va toujours être identique. Je recherche quoi? Je recherche toujours KLM 3373. Et je vais faire la somme de quoi? Je vais faire la somme de mes quantités. Quantité qui se trouve à être dans la colonne M, quantité de la ligne 2, que je vais aller sélectionner ici jusqu'en bas. Et voilà, j'ai fait la ligne 2 que je dois fixer aussi. Autant sur le M que sur le 5, que sur le M, que sur le 915, parce que la colonne va toujours rester exactement à la même place. Je fais OK. Puis il y en a 0 ici aussi. Et je dois faire ça 2 autres fois. Une autre fois pour la ligne numéro 3 et une dernière fois pour la ligne numéro 4. Donc je rappelle mon somme-ci. Oups, je n'ai pas appelé le bon, j'annule ça. Je fais plus. J'appelle mon somme-ci, qui se trouve à être là. Alors, la plage, c'est quoi? La plage, là, c'est
la ligne numéro 3. Donc la ligne numéro 3, elle est ici. Ligne numéro 3, jusqu'en bas. Là, je vais juste déplacer ça pour le voir correctement. Oui, je vais fixer mes lignes et mes colonnes parce que cette colonne-là va toujours être à la même place. Mon critère, c'est quoi? Ben, c'est toujours KLM 3373. Et je fais la somme de quoi? Ben, je fais la somme de ma troisième ligne ici, dans les quantités. Puis je vais prendre toute cette colonne-là ici, que je vais fixer avec les signes de dollars parce que la colonne va toujours rester à la même place, peu importe comment je la copie vers le bas. Et, ça marche dessus. N5 à N915, ça marche, que je vais fixer. Je fais OK. Parfait. Ça donne 0 encore. Et j'additionne le dernier maintenant. Le dernier somme-ci, qui sera la somme de la quatrième ligne de commande pour chacune des commandes. Donc, somme-ci, je fais la somme. Je cherche ça où? Je cherche ça dans ma quatrième ligne de commande, où j'ai la liste de mes produits, que je vais fixer avec mes signes de dollars parce que ça ne bougera pas, ça va toujours être entre K5 et K915. Mon critère va toujours être KLM 3373, et je vais faire la somme de quoi? La somme de mes quantités, qui se trouve être dans ma quatrième colonne de ligne de commande en termes de quantité. Alors, je viens de sélectionner ça jusqu'en haut ici, ligne 4. Donc, de O5 à O915 que je vais fixer avec les signes de dollars partout sur le O, sur le 5, sur le O et sur le 915 parce que tout est fixé. Je fais OK. Ça donne ici que je vois l'ensemble de la formule ici qui est une longue formule. Ça donne que en 2021, du produit KLM 3373, je ne l'ai pas commandé. Je prends ça ici, je double-clique, clic, et voilà, ça calcule jusqu'en bas. Et en faisant ça, je sais que ça a brisé un peu là, ce que j'ai fait en bas ici. Je vais l'effacer et je vais aller remettre ma barre large ici. Comme ça. Est-ce que c'est bon? Vérifions avec la réponse que nous avons dans nos instructions. On a 00, 30 933, 15 418. 00, 30 933, 15 418, ça a l'air bien correct. Donc, on vient de compléter la colonne F. La colonne G maintenant. La colonne G, c'est la colonne, le calcul le plus simple. On voit qu'en G5, c'est juste le coût total. Le coût total, c'est quoi? C'est la quantité que je viens de calculer fois le coût unitaire. Alors, c'est tout simple. Égale la quantité que je viens de calculer 0 fois le coût unitaire qui est ici. Ici, c'est simple. Pourquoi? Parce que la quantité et le coût moyen sont exactement dans la même feuille. Donc, c'est très simple à calculer. Et je double-clique vers le bas pour faire le calcul jusqu'en bas. 100 315, 72, 173 606, 68. Ici, je n'ai pas la réponse. C'est pas grave. Ensuite, on veut faire la somme des lignes qui sont en bas ici. Puis c'est avec la somme ici qu'on va voir si tous nos calculs sont bons. Donc, je m'en vais jusqu'en bas. Et je vais faire la somme. En double-cliquant, ça a fait la formule jusqu'en bas, je l'efface. Je vais aller remettre ici ma barre large. Et là, ici, ce que je veux, c'est tout simplement faire la somme de chacune des colonnes. Donc, de E4 à E1978. Est-ce que c'est bon, ça, de E4? E4, c'est ici. Parfait. Et je peux faire la même chose pour les autres colonnes en copiant seulement que la formule. Alors, on voit que ça me donne 25 110 814, 21 044 101 et 129 918 105 à 73. Est-ce que c'est ce que ça donne? 129 918 105 73, 21 44 101. C'est parfait. Okay. Je peux comparer si le cœur m'en dit avec la réponse. Donc, ça ici, nous avons ici la question que je vais juste sélectionner là, pour bien voir la différence. Et ici, on a la fin. Donc, la fin, ça se trouve être la réponse que j'ai ici. Comme c'est ici. Ma réponse. Comme ça. Donc, ça, c'est ma réponse. Ça, c'est ma question. Réponse, question. Réponse, question. Vous voyez, c'est identique.
Donc, si les totaux sont identiques, si les lignes qui sont ici sont identiques, ben, tout est pareil. J'ai donc terminé le calcul de la colonne F et G de ma feuille item début fin. C'est génial, nous avons vraiment dans cette capsule atteint notre objectif de calcul où on a utilisé des si imbriqués, utiliser des recherches verticales, utiliser la fonction somme et somme-ci pour être capable de faire des calculs, disons-le, relativement complexes à partir de données réelles dans un chiffrier lié à la gestion de l'approvisionnement.